Bonsoir, nous sommes déjà 60 participants. En attendant que tout le monde se connecte, quelques petits détails techniques pour le bon déroulé de notre webinaire apéro. Tout d'abord, je vous remercie de couper votre micro et votre vidéo afin que seuls les speakers puissent être visibles de tous. Ensuite, je vous invite à poser vos questions dès à présent. Vous trouverez en bas de l'écran une petite icône avec une bulle conversée et en cliquant dessus, vous pourrez voir la fenêtre de chat s'afficher et poser vos questions. Et si vous rencontrez des difficultés techniques, n'hésitez pas à les poser dans le fil de cette messagerie. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir à cette soirée très spéciale à tout égard. Et en fait, pour ce premier webinaire apéro, j'avais envie de trinquer avec vous à l'élixir le plus précieux et sans doute une des ressources les plus convoitées du 21e siècle. Alors, chill. Et je laisse tout de suite la parole à Jean-François, notre président aux manettes de Mille et une Fontaines. Alors, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous. Je vous vois très nombreux et l'audience continue d'augmenter. Je suis un peu triste évidemment qu'on ne soit pas ensemble comme chaque année, mais très heureux que par la vidéo on puisse être plus nombreux encore que les autres années où on s'est vu. Et oui, le Cambodge a atteint son équilibre économique en 2020. François qui est là ce soir et Virginie ont créé l'association en septembre 2014. Ils avaient une envie chevillée au corps d'aider les gens, et en particulier les enfants très pauvres du Cambodge, à améliorer leur santé en leur fournissant une eau de boisson saine. Et ils avaient l'idée que le modèle économique serait un des moyens d'avoir plus d'impact et plus longtemps. Et donc aujourd'hui, cet équilibre économique atteint par le Cambodge en 2020 démontre le concept et ouvre la porte à l'accélération de l'impact de Mille et une Fontaines et du nombre de bénéficiaires. Aujourd'hui, 3 millions de bénéficiaires à l'horizon 2025, 8 millions à l'horizon 2030, dont 2 millions au Cambodge. C'est possible. Et le besoin reste immense. Parce que même si on atteint 8 millions de bénéficiaires, il y a des milliards, il y a 2 milliards de personnes qui boivent une eau qui n'est pas propre à la consommation. Et donc si on en est arrivé là, c'est grâce à vous tous, c'est grâce à vos soutiens constants. Et donc on vous remercie, on est très très heureux que vous soyez là, très heureux de votre soutien. Et on vous remercie vraiment de la façon dont vous avez contribué à ce qu'on puisse en arriver là. Et on n'en restera pas là, on continue d'avoir besoin de votre soutien par la suite. Il faut adapter le modèle, il faut l'adapter aux évolutions, l'adapter au type de pollution d'eau, il faut l'adapter à l'économie, à l'évolution des économies des pays dans lesquels on se trouve. Il faut toujours progresser, il faut avancer au Cambodge, à Madagascar, Birmanie, au Vietnam, et puis dans 1 ou 2 ou 3 ans, pouvoir démarrer de nouveaux pays. Donc aujourd'hui, une des choses que Mille et une Fontaines a réalisé, c'est de mettre en place une équipe jeune qui est très, vous allez les voir ce soir, vous les avez déjà vus l'année dernière pour les 15 ans. C'est une équipe très talentueuse, très professionnelle, très engagée. Les vieux grognards sont toujours là aussi pour les accompagner et les aider, mais c'est les jeunes qui vont porter l'avenir de Mille et une Fontaines. Ils gèrent aujourd'hui les opérations, c'est eux qui ont préparé cette soirée, il faut les en remercier. Nous sommes vraiment très fiers de la belle équipe de Mille et une Fontaines aujourd'hui. Nous les remercions beaucoup pour leur engagement et comptons vraiment sur vous pour continuer de les soutenir dans les années qui viennent. Donc encore merci, bonne soirée et même à distance, je vous embrasse. Merci Jean-François. Et avant de faire le tour du monde en 30 minutes avec les directeurs pays, Julien, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce fameux Brick-Even qui fait l'objet de ce webinaire ce soir? Oui, c'est fait l'objet du webinaire et de beaucoup de discussions, d'interrogations. Qu'est-ce que le break-even? Je vous rassure, c'est pas sorcier. Le break-even, en fait, il faut revenir à l'objectif initial de Mille et une Fontaines quand les fondateurs ont créé le projet. L'idée, c'était de créer une solution durable qui passe par du micro-entrepreneuriat et la création de micro-entreprises gérées par des opérateurs locaux qui sont des entrepreneurs au service de leur communauté. Donc le principe, c'est qu'ils vendent une eau de boisson qui est une eau de boisson abordable et donc derrière, on a un modèle économique qui vise à être pérenne. Donc pour que ça ce soit durable, il faut que leur vente en fait puisse couvrir leurs différents postes de coûts, puisque nos entrepreneurs sur le terrain, ils ont des salaires à payer, ils ont des coûts de transport, d'achat de bonbonnes, etc. Et en fait, dès le départ, François, ici présent, notre fondateur, il avait modélisé les grands paramètres. Et c'était d'une part l'atteinte d'une masse critique de 250 sites, 250 entrepreneurs
entrepreneurs sur le terrain, et d'autre part, une part de marché, c'est-à-dire que chaque entrepreneur dans le village atteigne une part de marché comprise entre 15 et 25%. Et en fait, c'est ça qu'on a progressivement mis en place. Et donc, quand on parle de break-even, ça veut dire que tous ces entrepreneurs, aujourd'hui, ils sont à l'équilibre. C'est-à-dire que quand on regarde l'ensemble de nos portefeuilles, on a aujourd'hui un équilibre économique. Et ça, on l'a fait parce qu'on a notamment, depuis 5 ans, entrepris pas mal de chantiers pour améliorer la performance commerciale de ces entrepreneurs. On a fait en sorte qu'ils puissent tous adopter les bonnes pratiques des meilleurs entrepreneurs. Voilà, on a fait un travail d'observation terrain pour comprendre ce qui faisait qu'il y avait des bons, des moins bons. On a travaillé sur des actions promotionnelles, on a fait du marketing social, on a travaillé sur l'académie de formation. Donc, tous ces éléments et tout son point ont fait que, voilà, si on combine la croissance, le nombre de sites, on en lance une trentaine par an, et la performance, eh ben, on a aujourd'hui un business au Cambodge, avec une progression que vous pouvez voir sur ce graphique qui est très significative et qui est constante, qui fait grandir notre volume d'eau, qui fait grandir notre chiffre d'affaires et donc notre nombre de bénéficiaires. Et aujourd'hui, Mille et une Fontaines, c'est 250 entrepreneurs, 3 millions de dollars de chiffre d'affaires, c'est à peu près 150 millions de litres d'eau, on est le premier producteur d'eau au Cambodge, et un résultat opérationnel positif de 150 000 dollars. Donc ça, c'est le premier élément quand on parle du break-even. Mais derrière ces entrepreneurs, en fait, ils doivent être accompagnés, puisque quand vous êtes au milieu d'un village au Cambodge, comment est-ce que vous faites si vous tombez en panne, si vous voulez chercher des bonbonnes, etc. Donc, on a une structure locale qui s'appelle Toksat, ça veut dire eau potable, qui est la structure cambodgienne qui met en œuvre le projet. Et donc, ces équipes, en fait, apportent tous les services nécessaires à la continuité de l'exploitation, le contrôle qualité, la maintenance, etc. On est vraiment dans un modèle de franchise sociale. Et donc, cette ONG, elle a bien évidemment des coûts, parce qu'il y a des salaires, il y a des laborantins, des logisticiens, des techniciens, etc. Et quand on parle du break-even, c'est-à-dire qu'en fait, l'ONG va permettre de couvrir l'ensemble de ces coûts à travers les revenus de la franchise. En fait, ces entrepreneurs, en fait, ils apportent des services et donc ils sont rémunérés sur un chiffre d'affaires de nos opérateurs. Ils vendent avec une petite marge les consommables et les bonbonnes à nos entrepreneurs. Les 4 laboratoires d'analyse qualité permettent de tester l'eau et de vendre ces prestations à la fois aux entrepreneurs, mais aussi à d'autres organisations, dont des ONG. Et il y a enfin un dernier point dans le modèle économique, c'est que notre modèle est vertueux sur le plan environnemental, on y viendra, et donc permet d'économiser du carbone. Et donc dès lors, on va être en capacité d'émettre des crédits carbone qui vont être vendus sur le marché, donc ça va donner des capacités financières nouvelles pour Toksat. Donc aujourd'hui, on a un modèle économique maintenant qui est très bien structuré, et cette ONG, mais qui fonctionne selon un principe d'entreprise, elle a 90 salariés, elle fait 1 million de dollars de chiffre d'affaires, et cette année, son résultat net sera positif de l'ordre de 35 000 dollars. Et donc on pourra témoigner et matérialiser l'atteinte de ce fameux break-even, de cet équilibre économique. Ce qui est important, c'est que cette viabilité économique, bien sûr, elle est là pour garantir sur la durée notre impact social. Donc, Mille et une Fontaines s'aligne avec les objectifs du développement durable fixés par les Nations Unies, à la fois sur la santé, notamment la réduction de l'absentéisme de 75% dans les écoles, l'environnement, j'en parlais, l'émission de crédit carbone, 15 000 tonnes, ça représente l'équivalent de 4 jours de fonctionnement d'une usine à charbon qu'on économise chaque année, et l'emploi, l'économie 900 emplois. Donc la réussite du break-even, en fait, c'est celle d'un modèle qui allie la philanthropie et l'entrepreneuriat social. Et donc cette réussite, elle est unique parce on est cette année le premier projet d'accès à l'eau au monde pour les populations pauvres qui aura une empreinte nationale tout en étant économiquement pérenne. Merci Julien. Cette année, nous avons le Cambodge qui est donc à l'honneur et on a la chance de pouvoir compter sur la présence virtuelle de Frédéric Dubois, directeur pays Cambodge, et Somari Thuon, directrice de la franchise sociale. Enfin, je précise qu'il s'agit d'une présence virtuelle augmentée par la vidéo, car il est plus d'1 heure du matin au Cambodge. Alors Frédéric, à toi. Bonsoir à tous. Comme vous vous en doutez, l'année 2020 n'a pas été très facile pour nous non plus au Cambodge, avec évidemment le Covid-19, mais aussi les terribles inondations qui ont eu lieu en octobre et la fermeture des écoles pendant la moitié de l'année. Cependant, la force de notre modèle, l'abnégation, la résilience et la créativité de nos équipes locales, nous ont permis d'atteindre tous nos objectifs. La création de 35 nouveaux kiosques à eau, le déploiement d'une chaîne logistique nationale, la mise en place d'un partenariat financier historique avec le gouvernement cambodgien, notamment le ministère de l'Environnement, et le renforcement du soutien de l'UNICEF à notre modèle. Et surtout, d'ici la fin de l'année, nous serons le premier projet d'accès à l'eau potable en milieu rural au monde à disposer d'une couverture nationale et à être à l'équilibre financier. Tout cela a évidemment été rendu possible grâce à vous,
Aujourd'hui, nous couvrons 25% de la population rurale. C'est une très belle histoire, mais c'est encore insuffisant quand la plupart des villageois sont toujours privés d'eau potable et que le changement climatique ne fait qu'exacerber cette situation. En 2025, notre objectif est de couvrir 100% des communes rurales de plus de 10 000 habitants. Et pour parvenir à cette trajectoire, nous comptons ouvrir encore 150 nouveaux kiosques à eau. Mais aussi, nous allons nous atteler à de grands chantiers, tels le nouveau design du water kiosque, la digitalisation des opérations et la mécanisation des équipements pour permettre à nos entrepreneurs de meilleures conditions de vie et de meilleures conditions de travail. Merci Frédéric et bravo. Et avant de nous envoler vers d'autres contrées, j'ai une question pour Somari. Sur cette photo, on peut voir tous les 250 entrepreneurs, donc 250 villageoises et villageois, dont le niveau d'études dépasse rarement le primaire. Ils ont été formés, accompagnés par toi, Somari, tes collaborateurs, et ils composent aujourd'hui une vraie équipe. Comment est-ce que ça s'est passé cette année 2020 pour toi et tous ces entrepreneurs ? Bonsoir à tous, c'est avec une grande fierté que je prends la parole ce soir. En tant que directrice de la franchise sociale, j'ai d'abord envie de vous dire que Tersad aujourd'hui, c'est 120 000 heures de coaching d'accompagnement chaque année. C'est un volume de production d'eau équivalent en volume à la moitié de la tour Montparnasse. Et pour certains, c'est l'équivalent d'un marathon parcouru chaque année avec une bonbonne de 20 litres sur d'eau. Et tout cela représente pas moins de 3 millions de chiffres d'affaires chaque année. Mais tous ces chiffres ne permettent pas de vous rendre compte de notre travail au quotidien. Alors laissez-moi vous livrer une anecdote. Pendant le Covid, nos entrepreneurs ont été mobilisés pour lutter contre la propagation du virus dans les villages. En un mois, en parallèle de la livraison de l'eau, ils ont formé plus de 500 000 villageois aux règles d'hygiène et aux gestes barrières. Gestes qu'il y a au moins d'un an, nous ne connaissions pas vraiment nous-mêmes. Les entrepreneurs se sont investis pleinement pour protéger la santé de leur communauté. Distribution de flyers, de savon, apprendre à bien se laver les mains, à respecter les distances d'1 mètre. Ils se sont sentis extrêmement valorisés par un vrai rôle social auprès des villageois qui d'ailleurs pour beaucoup leur ont demandé des conseils sur leur santé. C'est aussi ça tout l'impact de nos entrepreneurs. Ils sont bien plus que des producteurs et des distributeurs d'eau potable. Merci Somari, merci Frédéric et un immense bravo à vous deux parce qu'au vu du contexte, la prouesse de la réussite du Brick-Even est encore plus impressionnante. Ça nous donne à nous aussi l'envie de rêver un peu plus grand. Et j'espère, je vous propose maintenant de rester en Asie du Sud-Est, de nous envoler au Myanmar, plus connu sous le nom de l'ancienne Birmanie, avec ses innombrables richesses et qui lui valent aussi le surnom des 1000 pagodes. Amandine, tu es directrice Myanmar depuis 2 ans maintenant. C'est le pays le plus grand de l'Asie du Sud-Est. Il est à peu près 4 fois plus grand que le Cambodge. Son état de développement aujourd'hui proche de ce que nous avons connu au Cambodge il y a 15 ans. Comment est-ce que ça s'est passé pour toi cette année 2020 ? Merci beaucoup Charlotte et bonsoir à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. En effet, pour ceux qui étaient présents l'année dernière, vous allez constater que le projet Myanmar a quand même bien évolué. À cette même période, nous étions en train d'étudier avec notre partenaire local NAG, Network Activities Group, les possibilités d'implémenter ce projet dans la Dry Zone. Aujourd'hui, à ce moment-là, nous n'avions ouvert que notre premier kiosque. Mais à ce jour, nous avons composé une équipe de plus de 10 personnes. 4 stations sont sorties de terre. Nous avons mis en place la distribution de l'eau dans les écoles. Malgré la fermeture à partir de mars 2020, nous avons quand même touché 2000 enfants. Donc le bilan, c'est 5000 bénéficiaires, 800 litres d'eau produite et distribuée par jour et par entrepreneur. Et ces water kiosks sont aujourd'hui autonomes, ils ont atteint l'autonomie financière. Mais je pense, comme pour tout le monde, 2020 a quand même été une année compliquée pour nous tous. Notamment, le Myanmar a fermé ses frontières en mars 2020 pour endiguer donc la pandémie qui arrivait sur le territoire. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je suis présente avec vous et je pilote donc le projet à distance depuis la France.
Le Myanmar, Amandine, c'est aujourd'hui le pays le plus pauvre d'Asie du Sud-Est. Comme tu disais, alors qu'il commençait à s'ouvrir, il vient de nouveau de se fermer pour cause de pandémie. Dans ce contexte, qu'est-ce qui te fait croire au projet? Du coup, il y a 3 points qui me font vraiment croire à ce projet. C'est tout d'abord l'acceptabilité du projet par nos bénéficiaires. Nous avons mené une étude de satisfaction auprès de plus de 170 bénéficiaires qui nous a fait prendre conscience que 99% de ces personnes étaient satisfaites par notre eau, que 93% adhèrent à la marque que nous avons créée spécialement pour le Myanmar il y a moins d'1 an, et que 90% d'entre eux trouvent le modèle de livraison à domicile très intéressant et donc sont très satisfaits de ce service. Donc, ces chiffres sont quand même très encourageants, notamment qu'on est dans une zone où seulement 50% de la population a accès à une eau de boisson. Le deuxième point qui est très important pour moi, c'est l'engagement des communautés. Comme vous le savez peut-être, actuellement, on constitue dans chaque village ce qu'on appelle des Water Station Committee, qui sont donc élus par la communauté. Et donc, ces membres de ces Water Station Committee sont les représentants de la population et les garants auprès du projet. À titre d'exemple, lorsque nous avons ouvert les premiers sites, nous avons recruté, ces membres de ces Water Station Committee ont recruté plus de 100 clients, ce qui constitue à peu près 30% des bénéficiaires qui nous sont nécessaires pour assurer la durabilité d'un site. Donc, ce chiffre montre clairement l'engouement du projet par les populations locales. Donc, d'un côté, on a les bénéficiaires, les communautés, mais aussi un partenaire qui est très important pour nous, c'est le gouvernement. Justement, ce matin, j'ai eu l'occasion d'avoir une réunion avec le directeur de la région de Magoué, et il a rappelé encore l'importance de ce projet et son soutien malgré cette pandémie où ils sont actuellement très occupés pour la gestion de tous les centres de quarantaine. Nous avons eu l'occasion pendant ce rendez-vous de lui présenter la phase 2 après cette phase pilote. Une phase 2 va arriver qui constitue à la création de 25 nouveaux sites, de 60 000 bénéficiaires supplémentaires et plus de 3 000 étudiants qui auront accès à une eau directement dans leurs écoles. Suite à cette présentation de cette phase 2, il souhaite clairement inscrire cette nouvelle étape dans le plan d'investissement national de l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Et donc, il va mettre ses équipes afin d'explorer les zones prioritaires pour les implémentations de ces premiers sites. Donc, clairement, les 3 acteurs locaux aujourd'hui réunis sont là pour démontrer la nécessité de continuer et de développer ce modèle au Myanmar. Merci. Et qu'est-ce qui t'a motivé le plus alors cette année? Alors, comme ceux qui me connaissent le savent, c'est le terrain et la proximité avec les populations locales et les équipes qui m'animent le plus. Mais malgré ces 8 mois loin de mes équipes, j'ai quand même continué à être animée par la transmission des compétences que j'effectue à distance. En effet, je suis très heureuse de tout le travail qui a été fait pour accompagner et former nos entrepreneurs, notamment par mes équipes qui au quotidien sont présents avec nos entrepreneurs. Comme vous pouvez le voir sur la photo, ils sont tous là. À mon sens, clairement, la formation est une étape clé pour l'autonomisation de nos entrepreneurs. Donc, ça passe par l'ingénierie de l'eau, la gestion financière et administrative des kiosques, le management des équipes, le marketing, mais aussi les techniques de vente. C'est pourquoi 2020 nous a quand même permis de dupliquer les outils de formation et de coaching créés par Mylène Fontaine et de les adapter au Myanmar. Comme vous le savez tous, chaque pays a sa culture, son niveau d'éducation et son expérience. Donc, c'est avec le support de Sylvie Oursel que je souhaite aujourd'hui remercier particulièrement. Nous avons développé et créé ce qu'on appelle un guidebook qui reprend en fait tous les gestes métiers de Mylène Fontaine et les modalités d'accompagnement des entrepreneurs. Donc, c'est un guide pratique, ludique, qui apporte une méthodologie que nous avons déjà testée au Cambodge, qui permet d'améliorer la transmission des compétences directement auprès de nos entrepreneurs. Bien sûr, faire un livre, ça ne fait pas tout. Donc, en parallèle, pour intégrer toute cette méthodologie au sein de mes équipes, j'ai mis en place des séances de formation. Chaque semaine, je réunis mes équipes afin de leur amener une autonomie et qu'ils puissent prendre en main directement le projet, étant donné que c'est le but final de Mylène Fontaine. Donc là, vous pouvez voir sur la photo, c'est Mr. Toon, mon bras droit, avec qui on a commencé il y a maintenant plus d'1 an. Et de former directement les comités à la gestion de ces sites.
Donc, comme je l'ai dit, le transfert de compétences est la clé de la réussite pour le futur du projet. Et j'ai vraiment hâte, comme vous l'imaginez, de retourner sur le terrain avec mes équipes qui seront prêtes pour qu'on accélère tous ensemble le déploiement en 2021. Merci Amandine et vraiment bravo à toi. Je vous propose maintenant de retrouver Romain Joly, qui est directeur du pays Mille et une Fontaines au Vietnam. Et là, cette fois-ci, ce n'est pas le pays aux 1000 pagodes dont Romain va vous parler, mais plutôt le pays aux 1000 concurrents. Romain? Bonsoir à tous, je suis Romain, le directeur général de Mille et une Fontaines au Vietnam. Ravi d'être avec vous ce soir, même si c'est à distance. Donc Mille et une Fontaines s'est lancé au Vietnam début 2019, dans un contexte pays très nouveau pour nous, avec un univers concurrentiel déjà très établi, des milliers de marques sur le marché, un niveau de qualité et un niveau de prix extrêmement bas. Et donc le premier modèle opérationnel qu'on a testé ici au Vietnam consistait à améliorer les acteurs déjà existants, améliorer leur niveau de qualité, leur prix, leur volume, et ce, de manière à augmenter la qualité de l'eau sur le marché déjà existant. En un an, on a amélioré 4 franchisés qui ont rejoint le réseau OWI Water, qui ont donc augmenté leur niveau de qualité, mais aussi leur volume, et qui ont distribué au total 1,5 million de litres d'eau potable dans le delta du Mekong. Ça représente à peu près 15 000 bénéficiaires, dont 3 300 enfants via le programme Water in Schools. Début 2020, on s'est rendu compte d'un certain nombre de limites de ce modèle opérationnel. Et la limite principale, c'était la difficulté à contrôler le niveau de qualité des produits finis de ces petits franchisés dans la durée, et ce, dans un univers très concurrentiel. Donc le modèle qu'on avait créé n'était pas gagnant-gagnant et nous a obligés en juin 2020 à arrêter les opérations de ce premier modèle et à décider de pivoter et de lancer un second modèle dont je vais vous parler dans une minute. Donc ce nouveau modèle qu'on a décidé de tester à partir de juin 2020 consiste à créer notre propre centre de production et de distribution d'eau afin d'assurer la qualité de notre produit dans la durée, mais aussi d'assurer la pérennité de notre activité rapidement. Donc on a décidé de relancer la marque OWI, mais avec une nouvelle marque, une nouvelle identité de marque, et puis un nouveau design de bonbonne, que vous voyez là. Donc on a designé cette bonbonne avec l'aide de Frédéric et de ses équipes au Cambodge. Et l'objectif, c'est de positionner la marque à un niveau de prix plutôt moyen de gamme, avec un prix de lancement qui est à 4 centimes par litre. Voilà. On a en priorité l'objectif de viser les ménages périurbains vulnérables à bas revenus, que sont les ouvriers qui travaillent dans toutes les usines textiles autour de la ville, qui aujourd'hui n'ont pas accès à une eau de boisson de qualité, puisqu'ils achètent déjà des bonbonnes à très bas prix avec un très mauvais niveau de qualité, ou alors dans certains cas, ils boivent encore l'eau du robinet ou l'eau de puits. Donc concrètement, cette usine, c'est 2000 bonbonnes de capacité par jour. On l'a construite en un peu moins de 4 mois et aujourd'hui, depuis début novembre, on est prêt et on a déjà lancé les produits sur le marché. On commence à avoir nos premiers retours clients et on est très heureux de ce pivot. Voilà, et donc pour finir, là, je me trouve dans la salle des produits finis avec notre stock de bonbonnes OWI, la salle de production derrière moi. Et j'espère que vous m'entendez bien parce qu'on a le trafic juste devant l'usine. On est dans la zone la plus densément peuplée du Vietnam, donc c'est très très bruyant. Voilà, donc notre gros challenge pour l'année qui vient, ça va être de réussir notre lancement sur le marché, de réussir notre accélération, d'atteindre 35 000 bénéficiaires en 2021 et en additionnel 10 000 enfants avec le programme Water in School. Ça va être un sacré challenge car le marché est extrêmement compétitif, comme vous le savez. Donc voilà, on va donner le meilleur pour que 2021 soit une super année pour OWI Vietnam. Merci Romain. Il y a un dicton qui dit « Le Vietnamien plante le riz, le Cambodgien le regarde pousser et le Laotien l'écoute pousser ». Mais là, vraiment, en matière d'implantation d'usine, on n'a même plus le temps de regarder ou de l'écouter sortir de terre. Alors vraiment, un grand bravo à toi et aux équipes, c'est très impressionnant. Je vous propose maintenant de poursuivre notre voyage sur un autre continent, et plus exactement sur une île, à Madagascar, avec un décor de carte postale, mais qui cache le triste record du 5e pays le plus pauvre du monde. Et nous accueillons en direct de Tamatave Luc Barrett, le directeur pays Madagascar. Et on va switcher en anglais pour cette interview. Hi Luc, what is your strategy to achieve break-even in Madagascar? Okay, well, thank you very much for the question, Charlotte. First, I'd like to say
It's a pleasure for me to be here with you all tonight. Of course, it would be better if we were in the same room, and we have fond memories of last year. But I'm thankful for the team in Paris for putting this event together and giving us the opportunity to see each other virtually. I'm also grateful for the opportunity to share some of the exciting things we've been doing in Madagascar. So to answer the question, we've had to adapt a little bit to move towards break even in Madagascar. Madagascar is different from Cambodia and the other countries in that the poverty is more severe overall, and a large part of the population lives in low density rural areas, which are very difficult to access. So we can't really copy and paste the model from Cambodia. As part of our efforts to adapt the model, we realized that if you look at the rapid urbanization happening in the cities in Madagascar, we could reach more people with vital services if we focus not only on rural towns, but also on urban and peri-urban areas where we know that basic services are also lacking. So in 2018, we took the strategic decision to pivot the model a bit and launch 1001 Fountains in Tamatave, which is the second largest city in the country. In this way, we have access to a higher density population and a more robust economy to help build a foundation for our model that is truly financially viable. We also decided we could take advantage of our growing institutional knowledge of water quality in the region to generate extra revenues from our laboratory through projects and services which also extend our social impact. We believe that these combined efforts will help us break even by 2022. Thanks, Luc. And why was 2020 an important year of the strategic plan? Well, first, we launched a commercial company to host these new activities at the beginning of the year. That was a big step for us and the culmination of a lot of preparation. So I'm very proud to say that we now operate an NGO as well as a commercial entity here in Tamatave. About mid-year, we started transferring some of our key employees over to the new company. And we took the time during the cold months to be sure that operationally we had a good capacity to meet the coming demand in the hot season. At the same time, we developed the sales slowly and began to build up a solid customer base. So sure enough, in September and October, with the rising temperature, we began to see growth in sales. And that brings us to today, where we just had a record of 650 20-liter containers sold in one day. So now we're in a position where the sales of water are covering all the salaries of the company. It's about 20 new jobs, as well as operational expenses. This is a significant step towards economic viability. The target now is to reach break-even for our consolidated model by 2022 and start scaling in new regions of the country by 2023. Wow. And how do you see your long-term positioning in the country? That's a good question. To sustain our action in the long term, we need two things, I think. One, financial sustainability, but the second is to further integrate into the country's WASH strategy. So on that second point, there was kind of a silver lining to the COVID crisis for us this year, because the public sector actually came to us asking for help when they found limited viable solutions for drinking water at the beginning of the crisis. For example, when there were still a lot of questions about how to quarantine and deal with the growing number of infected people, the government decided to open about 6 treatment centers to house all the new patients. And while most of these centers did have access to rudimentary water supply, this is certainly not potable drinking water. So we had the perfect solution ready to go. We created distribution stands like you see in the picture there that were installed in all of the centers. And we commenced regular deliveries free of charge for the duration of the crisis. We extended this service to some of the sanitary roadblocks that were put up, and also to some of the different schools that we were working in. And people began to take notice of our efforts, and news of the service went all the way up to the capital in Antananarivo.
So when I joined the project back in 2015, we had a local presence, but we were not very well known throughout the country. But now people are coming to us from the government, from other NGOs, and various different actors, and they're all asking us, how soon we will be able to deploy in their regions. So I think this shows that we've created a certain momentum, and we're in a unique position to scale up when we're ready to do so. Right. Thank you, Luc. It's very amazing. Maintenant, si je vous invite à poser des questions, avant de redonner la parole à Julien, on a déjà des premières questions qui arrivent. Et Luc, d'ailleurs, la première question est pour toi. Elle vient d'Aude. You mentioned some projects related to extended health impact. Can you give us an example? Sure. One of the projects I'm especially proud of is our lead remediation project. So as you might know, lead, plomb in French, is quite toxic to the body if ingested, especially by vulnerable people like children or people who are malnourished. So working together with the University in the United States, we discovered that people in Tamatave were drinking water from locally made hand pumps that were imparting lead into the water. We tested about 500 pumps and were able to estimate the risk to children's health and the socioeconomic impact from this type of pollution. We fixed the pumps so that there was no more lead, but Tamatave has over 9,000 of these pumps, and a large percentage of the population actually use this for their water supply. So this year we teamed up with the Ministry of Health to further study the issue. We performed a baseline study using simple rapid testing equipment and found that indeed about 60% of children in Tamatave are at some risk of poor health due to lead poisoning. Currently, we're remediating another 500 pumps and have also at the same time run a robust social marketing campaign to convince the pump manufacturers to change their behavior and continue the work of remediation for the remaining pumps. So I think this project shows that our laboratories can be used not only to monitor our own water quality, but also to help find solutions to local problems using our experience and our expertise. Thank you, Luc. On a pas mal de questions sur le modèle. Une question d'Augustin de Biès. Bonjour Augustin. Sur le break-even et la manière dont la profitabilité va grandir. La question d'Augustin, c'est comment les profits vont-ils être réinvestis? Est-ce qu'il y aura des nouveaux kiosques grâce à ces profits générés sur l'atteinte du break-even? Julien, je te laisse la parole. C'est une excellente question. On s'inscrit vraiment dans la philosophie social business de Mohamed Younous, c'est-à-dire qu'on est for profit, no dividend. Donc les profits de Tuxat ne vont pas servir à autre chose qu'être réinvestis dans l'impact social et dans l'accélération de l'impact social. Comme le disait Jean-François, le business plan qu'on a fixé au Cambodge vise à atteindre 100% des communes rurales cambodgienne d'ici à 2025 et à tripler notre impact à 2030. Donc pour faire ça, on va devoir continuer à lancer de nouveaux water kiosques à un rythme soutenu de l'ordre de 40 par an. Et effectivement, la capacité qu'on aura à dégager un profit va permettre d'être réinvesti dans le lancement de kiosques. Donc le mécanisme sur lequel on va s'appuyer, on va continuer à avoir besoin de subventions pour financer les programmes sociaux, notamment pour l'accès à l'eau gratuit pour les enfants dans les écoles, mais le développement et la croissance des nouveaux sites pourront être autofinancés par les profits et le recours, par exemple, à l'emprunt. Donc, on va pouvoir emprunter de l'argent qui va nous servir pour lancer des nouveaux kiosques et dès lors, les profits permettront de rembourser cet emprunt. Donc, voilà comment on envisage cela. Après, en fonction des surplus, on peut envisager qu'une partie du profit soit aussi réinvestie dans des programmes sociaux, par exemple pour les enfants. Voilà, tout ça est ouvert, mais le cœur de notre stratégie est de recourir à ces emprunts pour accélérer notre développement au Cambodge. Merci Julien. J'ai une autre question aussi pour toi qui est posée par Eva. Le modèle repose aujourd'hui sur la vente de l'eau.
est-ce que le coût est abordable pour les populations les plus vulnérables aujourd'hui, surtout au vu du contexte qu'on connaît? Alors, c'est une excellente question. Vraiment, je dirais l'objectif, je reviens à l'objectif de base, c'était vraiment de pouvoir permettre aux populations vulnérables et pauvres de boire une eau saine. On pense que le fait d'avoir une eau saine, ça a un coût, bien évidemment, donc une valeur, mais on vise à fixer un prix qui soit accessible pour les plus pauvres. Et là, je dirais, un des coups de génie du fondateur François était de dire, on parle de ça, enfin voilà, il faut juste se dire que c'était il y a 15 ans. Avoir eu cette idée il y a 15 ans, d'installer un kiosque dans le village, dans la commune, plutôt qu'une grande usine à Phnom Penh, qui permet en fait de réduire de 70% le coût de revient, parce que le cœur est dans le transport, permet dès lors de compresser les coûts. Et donc aujourd'hui, on est sur un prix de l'eau qui est inférieur à 2 centimes le litre, donc c'est abordable pour ces populations. C'est complètement compétitif. Et d'ailleurs, on est en fait aujourd'hui la marque d'eau la moins chère au Cambodge rural. Donc, on maintient cette compétitivité prix tout en ayant le meilleur niveau de qualité. Et on s'assure en fait que ça reste dans ce qu'on appelle le seuil d'accessibilité et qu'au final, le coût que ça représente pour une famille soit inférieur à 3% de son budget. Et s'il y a un autre élément qui est important à avoir en tête, c'est qu'on dit que l'eau est payante et avant, elle ne l'était pas. En fait, c'est complètement faux. C'est-à-dire, certes, avant, ils n'achetaient pas l'eau, mais il faut savoir que quand on regarde les dépenses qui étaient consacrées à faire bouillir l'eau, tout simplement, ça coûtait beaucoup plus cher que le fait d'acheter l'eau de milieu de fontaine. Et je ne parle même pas des dépenses qui sont liées aux frais médicaux, là évidemment, qui venaient s'ajouter. Donc au final, effectivement, on reste sur un prix de l'eau qui est abordable et qui s'aligne avec notre objectif social. Merci Julien. J'ai une question pour toi, Amandine. Au Myanmar, le gouvernement soutient activement notre projet, ou pour Julien aussi. Est-ce que tu sais ce qu'il en est exactement dans les autres pays? Je vais peut-être laisser la parole à Julien sur ce point-là. Alors, bien évidemment, en fait, ce qu'on fait, c'est on remplit une mission de service public avec un modèle d'entreprise, avec un modèle business, mais c'est une mission de service public. Donc, notre action se doit de s'inscrire effectivement dans les politiques publiques et de se faire en concertation avec le gouvernement. Donc, Luc a parlé de Madagascar. Je pense qu'il a bien expliqué comment on était en train de progressivement renforcer l'empreinte de notre projet à Madagascar. Mais au Cambodge, on agit effectivement sous l'égide du ministère du Développement rural, qui est notre ministère de tutelle, et donc tout notre déploiement se fait en concertation avec le ministère. Le choix des zones d'implantation, le travail avec les communautés, etc. Donc on agit sous un Memorandum of Understanding et on est complètement, je dirais, soutenu par le gouvernement. Mais l'étape prochaine, l'étape future, si on veut ancrer cette solution comme une solution universelle, au même titre que par exemple le réseau, il faut qu'on aille plus loin. Et donc il faut qu'on parvienne à inscrire ce projet au cœur des politiques publiques, au cœur des stratégies, et ça demande un gros effort de plaidoyer. Donc au-delà de l'opérationnel, qui est notre cœur de métier, il y a un travail pour nous de plaidoyer pour convaincre les gouvernements, les grandes agences de développement, les politiques, d'inscrire notre solution comme une solution de référence pour l'accès à l'eau des populations vulnérables. Merci Julien. On a une autre question de Jacques qui nous demande quel est le principal concurrent et le premier défi posé à notre modèle. Est-ce que Amandine, tu veux répondre du coup ou... Je sais que c'est une problématique très particulière au Myanmar. Oui, actuellement au Myanmar, notre concurrent principal s'appelle le clay pot. Donc en traduction en français, c'est un pot en argile, donc qui est utilisé par les communautés depuis des décennies. Aujourd'hui, donc ces clay pots sont utilisés et remplis directement d'eau brute, puisée donc soit dans les forages qui sont disponibles dans les villages, ou bien récoltés directement dans les mares quand cela est accessible. Dans la dry zone, c'est assez compliqué. Donc actuellement, notre travail de sensibilisation a été renforcé. Donc on duplique un modèle qui est identique au Cambodge, mais bien sûr les différences culturelles il y a des différences culturelles fortes, et notamment dans la sensibilisation, ce qui n'existe pas actuellement au Cambodge. Nous avons dû informer en fait du risque sanitaire d'utiliser ces clay pots, déjà par l'eau qui est utilisée à l'intérieur, qui est stockée à l'intérieur, mais aussi les façons qui sont, de consommation de cette eau. Donc, un verre pour toute une famille, pour des étrangers qui rentrent également dans les familles. Donc, voilà, un travail de fond a été fait sur la sensibilisation. Et donc, petit à petit,
village par village, réunion par réunion, on informe les populations locales sur ces risques-là. Merci, merci Amandine. Alors, on a une question sur la concurrence, mais je veux bien qu'il y ait une précision de M. Deleuze. Vous parlez de concurrence, c'est bien qu'il y aura de concurrence, puis on fournit de l'eau potable aux populations. Partagez-vous ce point-là. Oui, bien sûr. L'objectif n'est pas d'avoir une position monopolistique. L'objectif, c'est de faire en sorte que la solution qu'on a imaginée se déploie à grande échelle, au niveau du Cambodge. Donc, bien évidemment, on cherche à avoir le maximum d'impact par nous-mêmes, mais on sait bien qu'on n'atteindra pas 100% de pénétration et de couverture. Donc, quand je parlais de plaidoyer, il nous semble qu'effectivement, il faut un rôle particulier qui est le nôtre en tant qu'instigateur de cette solution et de promoteur, c'est justement de faire en sorte qu'il y ait des bonnes pratiques qui émergent en termes de qualité, en termes de gestion, en termes de prix, etc. Et donc, aider le gouvernement justement à structurer ce marché qui est aujourd'hui complètement informel. On a fait des analyses qualité de concurrents, on a des résultats qui sont dramatiques. Donc voilà, notre objectif, c'est bien évidemment de continuer à progresser, mais de faire en sorte que le secteur progresse. Et donc, on aura réussi, non seulement si on atteint l'objectif de couverture de 100%, mais si on atteint globalement à faire progresser ce marché, avec, bien évidemment, la condition que les pratiques en termes de qualité de gestion soient respectées. Et c'est tout un travail qui doit être conduit et on est très bien positionné là-dessus de par notre historique et de par notre positionnement centré sur la qualité. Merci Julien. C'est vrai qu'en fait, quand on voit les résultats et ce qu'on entend ce soir, c'est vraiment très, très impressionnant. C'est surtout aussi la consécration d'un modèle assez unique qui va allier la philanthropie et le social business. Et en fait, c'est un modèle qui aujourd'hui fait sa preuve d'un impact à vie. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'organisations aujourd'hui qui soient parvenues à atteindre le rêve de ses fondateurs. Et c'est vrai que ça donne d'autant plus envie d'aller plus loin et de rêver plus grand. Jean-François, est-ce que tu veux peut-être nous dire un nouveau petit mot? Je te laisse la parole. Alors, je ne sais pas où on en est dans le déroulé. Je crois qu'il reste encore un peu de temps. Non, moi, ce que je voulais dire, c'est que d'abord, je voulais remercier et reféliciter François, dont je sais qu'il est là. Il m'a même dit qu'il était prêt à dire un mot. Donc, je vais lui laisser la parole parce que c'est quand même lui qui a initié cette affaire. Moi, je veux dire que je suis incroyablement fier de l'équipe. Là, je crois que vous les avez vus. Je vous avais dit que c'était les jeunes qui géraient les opérations aujourd'hui. C'est vraiment bien le cas. Ils font un job formidable. Ils sont hyper engagés. Ils étaient très contents de vous montrer ce qu'ils font. Et donc, je pense qu'on a bien illustré ce soir que la relève est là et que Mille et une Fontaine est sur de bons rails avec une très très belle équipe. François, tu veux rajouter quelque chose ? François, tu peux y aller si tu coupes ton micro. Oui, vous m'entendez ? Oui, on t'entend. Bon, bah écoute, je vais essayer de démarrer la vidéo en même temps. Mais, non, ce que je voulais dire, bonjour à tous. Effectivement, comme a dit Jean-François, comme a dit Julien, en 2004, quand on a eu ces idées avec Chailo et Virginie, c'était un peu un rêve. On a appelé ça Mille et une Fontaine parce que ça faisait référence aux Mille et une nuits, et donc à la dimension un peu de rêve. Et aujourd'hui, on est à deux doigts d'arriver effectivement à ce que j'avais imaginé il y a 15 ans. Et moi, je suis émerveillé par ce qui a été réalisé. Je suis émerveillé par l'enthousiasme de tous, quel que soit le pays, par la capacité d'innovation aussi, la capacité de transformer des belles idées en réalité du terrain, avec le fait que plus on avance, et ben plus on ouvre effectivement les horizons et plus on se dit que non seulement on apporte de la santé à des gens qui en ont besoin en grand nombre, mais qu'on défriche un terrain qui peut toucher d'ici 10 ans, 20 ans, des millions et des millions de personnes à travers le monde
à travers un schéma qui est bon pour leur santé, qui est pérenne économiquement, qui offre des jobs à des gens qui en ont effectivement besoin. Et je suis émerveillé. Je trouve que merci pour cette soirée, Charlotte, d'avoir organisé ça. Merci à tous les participants. Et j'ai encore la capacité de rêver et de me dire que dans quelques années, ça sera encore mieux. Donc bravo à tout le monde. Merci François. C'est vrai que ça nous donne, nous aussi, envie toujours de rêver plus grand. J'espère qu'avec vous ce soir, à nos côtés, on va continuer à pouvoir l'amener plus loin, ce rêve, en donnant un accès à vie à l'eau potable à très grande échelle. On parlait de multiplier par 10 le nombre de bénéficiaires tout à l'heure avec Jean-François. Et il y a une dernière question que je voudrais te poser, Julien, et qui va clôturer notre soirée. Ça ne va pas être what else, parce qu'on parle d'eau, mais what next? Quand on entend les différents témoignages, on se dit que le break-even au Cambodge, c'est certes une étape magnifique, mais ça n'est qu'une étape. Et cette réussite, elle nous inspire, mais surtout, elle nous oblige. Elle nous oblige à poursuivre l'impact, poursuivre le travail. Et donc, ce qu'on a fait, c'est établir un plan stratégique de développement de Mille et Une Fontaines qui a été approuvé ce jour même par notre conseil d'administration. Et c'est un plan ambitieux qui vise à multiplier par 10 notre impact d'ici à 2030. Donc, on a, je pense, effectivement la crédibilité, mais aussi le plan, les équipes, pour réussir. Et donc, on a continué à avoir besoin de votre soutien pour nous aider à mettre en œuvre. Voilà, le Cambodge, cette réussite est une étape et on continue à explorer, de nous défricher de nouveaux terrains de jeu qui sont passionnants et en même temps qui nécessitent toujours beaucoup de mobilisation, que vous avez pu le voir. Voilà, on croit cheville au corps que cette solution, qui a été imaginée il y a 15 ans par quelques pionniers, qui a l'air à l'époque à l'encontre de beaucoup d'idées préconçues, elle peut s'avérer à l'avenir être une réponse universelle à la crise de l'eau. Donc, puisqu'on parle de pionniers, je vais à mon tour remercier des pionniers. Certains parlent de vieux grognards. Je trouve que c'est bien trouvé. Jean-François et François. Je vais à nouveau souligner à quel point, même si on parle de grognards, moi je voulais juste dire que vous avez une fraîcheur intellectuelle qui est fantastique. Vous avez une énergie au quotidien. Vous avez une exigence vis-à-vis de nous et une bienveillance qui nous inspire et qui sont pour toute l'équipe un formidable moteur et une formidable cure de jouvence au quotidien. Donc, merci encore à vous. J'en profite pour vous remercier tous pour votre présence en cette fin d'année. Ça a été une année magnifique, très intense, et l'année prochaine le sera tout autant. Donc, merci de continuer à être à notre soutien. Merci de votre appui. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et à très bientôt.